Au sommaire de ce journal, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou, a procédé à l'ouverture du CEF-PRO-CI, Centre d'excellence de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, au bénéfice de 500 jeunes. Sécurité routière, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a initié un atelier d'information et de sensibilisation sur l'impact de la vidéo-verbalisation sur la sécurité routière. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition sur une page de formation. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou, a procédé à l'inauguration du CEF-PRO-CI, entendez Centre d'excellence de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Ce centre accueillera dans les jours à suivre 500 jeunes dans les domaines d'activité que sont l'agriculture, l'énergie solaire, les BTP et la conduite des engins lourds. Mondésir Nascimento, Michel Brou et Doumbia Ayuba. Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, à la manœuvre dans une excavatrice. C'est un engin lourd, notamment une pelle chargeuse sur chenille. Rassurez-vous, le ministre n'est pas sur un chantier BTP, mais plutôt sur un simulateur d'engins lourds du CEFROPSI, Centre d'excellence de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Ce centre a ouvert ses portes aux jeunes Ivoiriens et Africains de la sous-région. Il propose des formations accélérées, économiques permettant de réduire significativement des coûts d'utilisation et de maintenance d'engins, mais surtout accessibles rapidement, respectueux de l'environnement et optimisant les heures d'apprentissage. Ce centre équipé de matériel de dernière génération est un joyau de Oumarou Ouedraogo, opérateur économique burkinabé, qui apporte sa contribution au programme ivoirien de formation et d'insertion socio-professionnelle. L'objectif de ce projet, on a vu qu'en Afrique, les jeunes s'émigrent vers l'Europe. Et donc, on veut mettre fin à tout cela, pallier le chômage et tout. C'est ce qui nous amène ici, parce que beaucoup d'Ivoiriens viennent au Burkina, dans notre centre, pour pouvoir se faire former. C'est pourquoi on a décidé de venir en Côte d'Ivoire ici, pour s'approcher plus d'eux, quoi. Le CEFROPSI a été inauguré par le ministre Touré Mamadou ce jeudi 2 juin 2022. Il permettra de prendre en compte 500 jeunes Ivoiriens représentant la phase pilote d'un programme de formation et d'insertion socio-professionnelle dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, l'énergie solaire, les bâtiments travaux publics et la conduite des engins lourds. Coût de ce projet, 277 millions. Je me réjouis donc de la tenue de cette cérémonie, mais ensuite de la qualité des outils de formation, parce que c'est extrêmement important. Les simulateurs qui sont là sont donc de dernière génération, et ce qui garantit une bonne formation donc des jeunes qui vont passer dans ce centre. Témoin de cette inauguration, le consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Pour Benjamin Nana, cette collaboration entre le CEFROPSI et le ministère ivoirien de la Promotion de la Jeunesse est une bonne coopération sud-sud, mais surtout un signe de la vitalité des relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un départ. Je crois que prendre pour le début 500 jeunes à former, je crois que s'il arrive à former ces 500 jeunes, le quota va aller plus croissant. Il est bon de souligner qu'au cours de cette inauguration, l'agence Emploi Jeunes et le CEFROPSI ont signé un accord de partenariat, un mariage de raison dont l'objectif est de catalyser l'insertion socio-professionnelle en Côte d'Ivoire. Toujours dans le cadre de la formation, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé CGECI, a initié un atelier d'information et de sensibilisation autour du thème « L'impact de la vidéo-verbalisation sur la sécurité routière ». L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les entreprises du secteur privé sur le fonctionnement de la vidéo-verbalisation depuis le constat de l'infraction jusqu'au règlement de l'infraction et aussi faire une évaluation à mi-parcours de la portée de ce nouvel outil sur la sécurité routière. Serge Déo, Richard Akeke, dans un commentaire de Walter Kofi. 2 heures, c'est le temps qu'a duré cet atelier. Entreprises, sociétés d'assurance réunies en ce jour avec une thématique claire, l'impact de la vidéo-verbalisation sur la sécurité routière. 6 000 à 7 000 infractions notifiées par SMS
à leurs auteurs dès le premier jour de l'utilisation de la vidéo-verbalisation. Des chiffres alarmants qui mettent en lumière l'urgence d'éduquer la majorité des usagers de la route et plus particulièrement les entreprises au respect du code de la route. Il y a tout un gros travail qu'il faut faire dans les écoles, un peu partout, pour pouvoir toucher réellement les gens. Si on veut avoir un effet plus important, il y a un gros travail vraiment de communication, d'éducation aussi à faire, de sensibilisation. Sensibiliser, c'est aussi faire connaître le processus depuis l'infraction commise jusqu'au paiement. À la lecture d'une plaque d'immatriculation, auteur d'une infraction, les images ou bien la vidéo sont remontées au centre de contrôle qu'on a appelé le centre de gestion intégrée de la mobilité. Là-bas se trouvent des policiers assermentés, en l'occurrence de la police spéciale de la sécurité routière, qui actent les contraventions. Ensuite, le dispositif récupère cette information-là pour la notifier aux contrevenants, avec la base de données qu'on a constituée depuis un certain nombre de temps. Donc, on retrouve vos informations, vos contacts et on vous notifie l'infraction. Lozère s'est voulu rassurant quant au taux d'infraction au code de la route qui constitue l'une des causes des accidents sur les routes. Déjà, nous avons enregistré une baisse de 44% de décès, une baisse de l'ordre de 25% de blessés. Au nombre des infractions, il en est de même, c'est déjà positif. Ce n'est pas suffisant. Parce que, monsieur le ministre, nous nous rappelons très bien l'échéance. Jusqu'à 2030, il faut que le nombre de tués soit revu à la baisse de 50%. Au terme de ces échanges, les acteurs entendent perpétuer la sensibilisation dans les domaines d'activité. Lancé en septembre 2021, le dispositif de la vidéo-verbalisation a contribué à réduire les accidents dans le Grand Abidjan. Tous pour la promotion du genre en vue de réduire les inégalités entre hommes et femmes. Les médias s'inscrivent dans la vision. L'agence ivoirienne de presse AIP, avec l'appui du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a procédé à l'installation de sa cellule genre. La cérémonie était placée sous le parrainage du ministre en charge de la communication. Doris Bessé nous fait le commentaire. Il fallait s'y attendre. Comme plusieurs autres institutions, l'agence ivoirienne de presse AIP vient de recevoir le baptême de sa cellule genre après installation. Cette institution médiatique dispose désormais d'une cellule genre conformément à la volonté du gouvernement ivoirien. Voir des femmes représentées au sein des assemblées élues et institutions dans la perspective de consolider le genre. Cette cellule genre permettra à l'agence ivoirienne de presse de prendre en compte au cœur de ses projets et programmes la question du genre. Il s'agit de matérialiser et de rappeler à travers cette cérémonie le principe constitutionnel qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette notion d'égalité signifie qu'il faut veiller à ce que le potentiel des hommes et des femmes s'exprime afin que les valeurs individuelles soient pleinement reconnues. L'approche genre, plus qu'un simple concept, est en train de devenir une réalité dans l'administration ivoirienne. Un mouvement qualitatif auquel l'AIP, médias de service public, adhère. En tant que secrétaire technique, nous allons proposer un programme de formation afin d'informer tous les citoyens sur l'approche genre et faire en sorte que nous puissions les appliquer dans notre façon de diriger. La cellule genre, en tant que telle, est un instrument, mais qui s'insère dans une vision et d'une politique du gouvernement. Vous savez que l'égalité du genre est bien inscrite dans la Constitution. Nous réitérons cette réalité, les femmes constituent un maillon incontournable de toute approche de développement durable de nos nations, puisqu'elles sont l'autre moitié de l'humanité, la moitié active, féconde et inspirante. Et la récente ordonnance révisant le Code du travail renforce l'accès de la femme aux emplois rémunérés. Conscient des rôles des populations, notamment des femmes dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé d'encourager au niveau administratif l'installation des cellules genre dans tous les ministères et institutions à travers la direction du genre et de l'équité du ministère en charge de la femme. Une vision épousée à cet instant par l'agence ivoirienne de presse AIP.
Parlons santé. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire, engagée dans la lutte contre le VIH-Sida et les maladies en lien avec les droits de l'homme, était récemment en atelier bilan. Cet atelier visait à écouter leurs ambassadeurs de bonne volonté, discuter avec eux pour améliorer les méthodes de lutte contre les fléaux que sont la tuberculose et le VIH-Sida. Le compte rendu de Philippe Zabo et Marie Sisseri. Ce sont 7 ambassadeurs qui ont été invités par Alliance Côte d'Ivoire à prendre part à cet atelier bilan. Ils y ont non seulement renouvelé leurs engagements contre la tuberculose et ses effets néfastes, mais plus encore partagé leurs expériences personnelles pour ébaucher une stratégie commune contre la maladie et donner des conseils. Il y a la petite idée que j'ai eu à proposer, moi, qui est le fait qu'on agisse ensemble. À partir du moment où nous sommes des personnages publics, avec des images qui impactent les populations, le fait qu'on se retrouve dans un même endroit ensemble, il y a déjà une affluence qui se fait. Et on peut profiter de cette affluence-là maintenant, passer les informations nécessaires et utiles qui sont derrière. Il faut qu'il y ait des déplacements. Aujourd'hui, on sait que la tuberculose à Abidjan fait 45% du taux de malades. Il faut aller aussi chercher, comme on appelle des malades, du côté de l'intérieur du pays. En Côte d'Ivoire, 35 000 cas de tuberculose ont été déclarés, 21 000 cas identifiés et un gap de 15 000 tuberculeux à retrouver. Or, c'est une maladie contagieuse évoluant en milieu malsain, ce qui implique une innovation permanente des politiques de lutte. Voilà, la lutte contre la tuberculose n'est pas seulement une affaire médicale. Vous avez vu tout à l'heure, je parlais des conditions de vie, donc il faut améliorer l'infrastructure sanitaire de base, les mesures d'hygiène dans nos quartiers, tous ces aspects-là sont des facteurs qui vont concourir donc à lutter efficacement donc contre la maladie. Donc l'idée, c'est vraiment élargir le partenariat et le renforcer. Au-delà donc des questions de santé, des questions sociales, on était avec des célébrités, on était avec d'autres acteurs donc de la communauté qui ont un rôle à jouer. Et vous, en tant qu'homme de la presse aussi, vous avez un rôle à jouer parce que vous êtes un peu le porte-voix de toutes ces stratégies. Pour Alliance Côte d'Ivoire, le bilan de l'atelier est positif. L'activité a été réussie. Nos ambassadeurs ont bien entendu le cri de cœur d'Alliance Côte d'Ivoire pour les communautés, pour la lutte contre la tuberculose et les autres pandémies, bien entendu. On ne restera plus tuberculose, mais plutôt toutes les pathologies dans lesquelles intervient Alliance Côte d'Ivoire pour le compte de la population. Un ambassadeur de bonne volonté est une personne que l'on emploie de manière bénévole pour transmettre un message. Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, ils sont au nombre de 12. Après 2 ans de mise en œuvre, le projet Spark Santé, projet d'achat stratégique et d'harmonisation de financement et de compétences de santé, présente un résultat satisfaisant à mi-parcours de son exécution. Les résultats ont été présentés par le comité de coordination des projets santé de la Banque mondiale en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. L'objectif de ce projet, avoir un système de santé performant au service de la population ivoirienne. Ce n'est pas l'assaut final du projet Spark Santé, mais déjà à mi-parcours, les résultats sont satisfaisants selon les acteurs du système sanitaire. Le projet d'achat stratégique et d'harmonisation des financements et des compétences de santé a permis d'aborder les questions de la qualité et à l'accès des soins aux populations, mais encore plus la question de la mortalité néonatale et infantile. C'est l'aboutissement d'un travail collectif entre les acteurs de la santé. Les résultats ont été dévoilés par le comité de coordination des projets santé de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, qui en assure le pilotage. Au cours de ces 2 dernières semaines, nous avons procédé à une évaluation sans faux fuyant des résultats obtenus, des goulots d'étranglement et des défis qui persistent, défis qui entravent l'atteinte des objectifs clés de chacun des axes stratégiques de notre système de santé. Donc nous sommes conscients en effet que l'objectif, c'est celui d'une offre de soins de qualité, abordable, accessible au profit des populations,
et que celui-ci ne peut être atteint sans une viabilité financière des structures de soins, dans un contexte de plus grande redevabilité, de gouvernance renforcée et de régulation effective. Le projet Spark Santé, financé à hauteur de 200 millions par la Banque mondiale, réjouit le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, fortement préoccupé par l'accès des soins de santé pour tous. Vous avez vu qu'on était très heureux de faire ce bilan. Aujourd'hui, donc, sur ce montant, il y a plus de 70% du montant qui a été décaissé, ce qui est déjà un bon indicateur. Mais il y a des activités majeures qui ont été menées, notamment la réhabilitation des établissements, l'installation d'un nouveau système de gouvernance, de gestion, qui permet donc d'améliorer les soins administrés aux populations. Il y a également donc l'accélération de la CMU avec les outils qui ont été mis en place, qui vont permettre donc très prochainement d'opérationnaliser et de faire en sorte que la couverture maladie universelle soit effective un peu partout. Pour son implémentation, le projet Spark Santé a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires, notamment le ministère de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire. Les acteurs ne comptent pas s'arrêter en chemin car des recommandations, il y en a eu. Ce sont entre autres la création de conditions pour un accès aux soins pour les assurés SEMU, le renforcement de la disponibilité des agents d'accueil SEMU dans les établissements de santé, également l'opérationnalisation des pôles d'excellence de santé et l'accélération de la digitalisation du secteur santé. À présent, recevons l'invité du journal de Business 24 Africa. Mesdames, Messieurs, comme annoncé, nous sommes en compagnie de Monsieur Cissé Tiemoko. Il est le directeur général de la société de distribution de négoces et de services Sodine. Bienvenue, monsieur. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir. Plaisir partagé devant autant de grâce et de charme. Alors, Monsieur Cissé, du 20 au 28 mai dernier, Abidjan a vibré au rythme d'une une mission économique d'hommes d'affaires sud-coréens. Et c'était une mission pour laquelle votre entreprise Sodine a été l'une des figures ouvrières. Avant de revenir sur les enjeux de cette mission, est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise et comment elle a pu s'impliquer pour l'arrivée en terre ivoirienne d'investisseurs sud-coréens? D'accord, je suis fort aise pour présenter ma société. Quand on a mis au monde, en guillemets, un bébé, il est aisé de présenter ce bébé. C'est cela. Pour dire simplement, sans jeu de mots, que Sodine n'est autre que la résultante d'une société première qui était Phoenix. Et Phoenix avait pour objet principalement le BTP, le reprofilage lourd et léger en son temps, si je ne m'abuse, avec le directeur des routes et voiries, M. Nyon-Conte, avec lequel nous avons pas mal travaillé sur ce segment. Et progressivement, les années ultérieures, nous sommes passés en fonction des opportunités à l'assemblage informatique. Puis, en 2002-2003, au moment de la libéralisation du secteur des télécommunications, nous avons eu des licences Internet Service Provider et autres. Et puis après, Sodine naît, je pense, en 2008. Voilà. Et Sodine, c'est littéralement société de distribution de négoces et de services. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui avec les Coréens, il s'agit du service. Et concrètement, quels étaient les secteurs concernés avec ces facilitateurs d'affaires? Alors, les secteurs concernés relèvent essentiellement de l'agriculture. Rêvons ensemble, rêvons ensemble un temps soit peu, des serres dans la région de Yamoussoukro. Voilà un peu la présence de ces messieurs au niveau de l'agriculture, des serres de production de fruits et légumes à contre-saison. Je pense que si nous arrivons à ce stade-là, nous pourrons équilibrer quelque peu les déficits ou les déperditions qui existent un peu sur le marché à certaines périodes. En marge de l'agriculture, le secteur minier, en précisant également au niveau de ce secteur
le manque de raffinerie aujourd'hui, en termes de raffinage, l'or et je dirais la bauxite, des approches concrètes dans ce sens-là. L'énergie, par l'implantation d'unités de production de panneaux solaires. Mais au-delà de cela, il y a une certaine technologie qui nous intéresse pour la Côte d'Ivoire, en ce sens qu'à partir des déchets et autres détritus, produire un carburant ou une source d'énergie. Voilà un peu, et en dernier lieu, la confection. Pour préciser simplement que ces missions ne sont pas des missions prospectives en tant que telles. Au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà voilà, tout à fait, vous venez de dire le mot, au-delà de la mission prospective, il s'agissait pour ces industriels d'être présents en Côte d'Ivoire et d'affiner leur analyse et participer à la prise de décision après avoir rencontré les institutions pour l'installation effective d'unités de production. On ne parle pas là de commerce pur et dur, mais d'installation d'unités de production made in Côte d'Ivoire avec des transferts de technologie à un certain niveau. Alors, très très intéressant, j'ai envie de dire. Et au regard de tout ça, si on vous demandait de faire un bilan donc de cette mission des affaires, des hommes d'affaires. D'accord. On parlera plutôt d'un bilan à mi-parcours. Okay. Parce que le plus dur reste à venir. Pour expérience, allier les desiderata de ces hommes d'affaires avec les contingences réglementaires, les lois des pays qu'ils ne connaissent pas forcément, dans lesquels ils investissent, ce n'est pas une sinécure. C'est pour ça qu'après leur retour, immédiatement, on retrousse les manches. On participe, on affine les études de faisabilité, on prend en compte les besoins et les desiderata qu'ils ont. Tout cela est préparé et on fait les approches avec les administrations concernées pour que, je pense raisonnablement, dans un délai de 2 mois à 3 mois quand ils viennent, c'est pour voir le CPC et créer les entreprises. Voilà tout simplement les perspectives, je dirais, immédiates. Mais dans une projection un peu plus lointaine, j'ai du mal à prononcer ce vocable coréen. Il faut qu'on cherche à s'inspirer. Le Gemandoul, je crois, il faut qu'on s'inspire de ce modèle qui a permis à la Corée de sortir des ornières, qui n'est ni plus ni moins que ce que le chef de l'État vient de prôner en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la décentralisation par la création de districts autonomes de régions, ce qu'ils ont fait en 70, mais de manière communautaire. Je ne parle pas de communisme et autres, mais de manière communautaire. Et sur ce socle-là, ils se sont appuyés parce que qui mieux que les ressortissants d'une région peuvent définir, parce qu'en matière d'investissement et de projet, on réalise un projet, mais après l'impact réel de ce projet. Donc, plutôt que de laisser d'autres vous dicter ce dont vous avez besoin, quand on se saisit soi-même de sa région, de ses besoins à ce niveau-là, il est beaucoup plus aisé que l'investissement soit en adéquation parfaite avec les besoins de la population. Voilà un peu l'exemple coréen à travers le vocable que je n'ai pas envie d'utiliser parce que je n'arrive pas à prononcer ce mot, mais c'est un principe qui intègre totalement la communauté dans le développement local. Et notre entretien tire à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot, je ne sais pas si ce sera le dernier, mais bon, je vais tâcher de résumer une certaine pensée. Bien sûr. J'ai été très heureux d'être présent ici avec vous. Comme mot de fin, je dirais simplement... Des partenaires à leur dire merci, à dire merci aux partenaires. Exactement, d'avoir cru en nous, d'être venus. Dire également merci à l'État de Côte d'Ivoire pour le soutien apporté à ces partenaires-là. Et au-delà de ça, dire simplement aux entrepreneurs ivoiriens et je dirais aussi à l'administration ivoirienne, on a un pays avec un fort potentiel, un potentiel incroyable. Il faut que nous y croyons, il faut que nous nous accrochons. Hier, on a eu le miracle ivoirien
par le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, il y a un nouveau miracle par le président Alassane Ouattara. Et derrière tout miracle, il y a des hommes formidables. Donc il y a ces leaders formidables, mais derrière ces leaders formidables, il y a toute cette population, toute cette ressource humaine, intelligente, capable. Les gens ne viennent pas investir en Côte d'Ivoire pour rien. La Côte d'Ivoire ne devient pas un hub sous-régional pour rien. C'est parce qu'on a de la valeur. Mais apparemment, je crois qu'à ce niveau, nos gens traînent quelque peu le pied. C'est cela. Je crois que les entrepreneurs ivoiriens ont bien compris votre message. Croire au potentiel économique de notre pays. Tout à fait. Rendons-nous à l'intérieur du pays, précisément à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où le Sénat ivoirien a initié récemment une opération de don de sang. Cette activité vient pour aider les populations à combler le déficit de sang que connaît le centre régional de transfusion sanguine de la ville. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux femmes du Sénat à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Suivant. Le manque de sang est une réalité en Côte d'Ivoire. Pour pallier à cela, les membres du Sénat ont donné leur sang ce jour à l'occasion d'une cérémonie. Le directeur de cabinet Simplice Conan a traduit au nom du président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, la ferme volonté de l'Institut à œuvrer pour le bien-être des populations ivoiriennes. Le président du Sénat a souhaité que son institution participe à cet élan de solidarité vis-à-vis donc des populations ivoiriennes et particulièrement des femmes. Vous savez que beaucoup de femmes meurent pendant qu'elles donnent naissance, souvent par faute de sang. Donc le président du Sénat veut aider donc la direction du Centre national de transfusion sanguine à venir à bout de cette épineuse question de manque de sang dans nos hôpitaux. Je me joins à mes collègues, à mes sœurs pour donner du sang, pour magnifier la vie et pour permettre que la plupart de nos populations puissent avoir du sang, qu'il n'y ait pas de manque de sang en Côte d'Ivoire. On n'est pas tous des médecins, des infirmiers, mais en donnant son sang, je pense que non seulement on leur facilite le travail et en même temps on sauve des vies. Au terme de cette double activité, les femmes du Sénat ont reçu des présents au nom du président Jano Aoussou-Kouadio à l'occasion de la célébration de la Fête des Mères 2022. La Société coopérative agricole pour le développement de Sassandra, en abrégé CADESA, engagée dans la lutte contre le travail des enfants, a fait un important don aux élèves de la maternelle de l'école primaire privée catholique Notre-Dame de la Paix de San Pedro. Ce don a été remis à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire de la création de cette école missionnaire catholique. Abel Kouao et Pierre Tebeu. Ce sont 122 kits composés, chacun d'un sac, d'une gourde, d'un t-shirt et de chocolat, d'une valeur de 3 millions de francs CFA qui ont été remis ce jour aux élèves de la maternelle de l'école primaire privée catholique Notre-Dame de la Paix. Les 3 meilleurs élèves de chaque section ont été primés. De nombreux cadeaux aux gagnants des différents concours et un repas ont été offerts à tous ces élèves. La coopérative agricole pour le développement de Sassandra, qui fait de la lutte contre le travail des enfants son cheval de bataille, a pris une part active dans l'organisation de cette fête. La directrice de l'école Notre-Dame de la Paix s'est dite heureuse. Ce matin, ma joie est grande et je voudrais vous dire merci pour cette présence massive à nos côtés. Aidez-nous à éduquer nos enfants, car dans notre société d'aujourd'hui, il n'y a pas de repère. J'ai l'habitude de demander aux parents d'élèves de nous aider à avoir le même langage auprès des enfants. Les bénéficiaires, pensionnaires de l'école, sont heureux de vivre cet événement. Aujourd'hui, c'est un grand événement parce que cet établissement Notre-Dame de la Paix a ses 15 ans. Le donateur salue l'initiative de la directrice de cette école. Bon, pour moi, c'est un sentiment de joie, de paix, de savoir que l'école existe depuis 15 ans. En 15 années, il y a eu beaucoup d'élèves qui ont été formés. Plusieurs sont dans de grandes écoles aujourd'hui. Je pense que c'est une initiative à saluer. On prit part à cette cérémonie l'évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Kofi,
l'inspecteur de l'école primaire préscolaire de San Pedro, les membres de la coopérative CADESA et de nombreux invités, parents et élèves de San Pedro. Terminons cette édition dans la ville de Mans. 265 étudiants de l'Université polytechnique de la ville, après 3 années de formation, ont reçu leur diplôme de cycle. Ces nouveaux diplômés font partie de la 3e promotion de licenciés de cette institution ouverte en 2016. Théodore Kanga. Ils sont désormais aptes à frapper aux portes des entreprises pour ceux qui désirent embrasser une carrière professionnelle maintenant. Quant aux candidats pour poursuivre les études en vue de l'obtention de diplômes supérieurs à la licence 3 peuvent postuler pour intégrer les universités et grandes écoles du pays. Les 256 étudiants qui ont obtenu avec brio leur parchemin ont été honorés par leur maître avec à leur tête le président de l'Université polytechnique de Mans. J'ai eu 12,52 de moyenne et je me sens vraiment heureux parce que de la licence 1 à la licence 3, vraiment ça a été un programme très long et dans des conditions au début très compliquées. Mais à la fin, ça a été grâce pour nous. On a bossé dans de bonnes conditions. On le dit ici, notre slogan, humour aujourd'hui, déjà demain. On le fait déjà parce qu'il y a d'autres étudiants ici qui vont passer des concours à l'INP et ils sont majeurs. Ils quittent ici pour partir, donc on le fait déjà, c'est même pas un souci. Le président de l'université se dit confiant de l'avenir de ces étudiants qui, selon lui, ont reçu un enseignement de pointe à l'instar des premiers diplômés qui lui font honneur. Mais pour les 34 ingénieurs que nous avons sortis à l'Université polytechnique de Mans, en décembre, jusqu'à fin décembre, nous avons 14 qui avaient intégré des entreprises. Nous pensons que c'est un bon record. Et sur le reste, donc sur la vingtaine, il y a à peu près 6 qui sont allés à l'extérieur et qui ont été admis à faire des formations doctorales. Et donc nous pensons globalement qu'il y a une bonne réponse de nos étudiants que nous avons formés. Relativement au master, et comme on l'a fait ici, en fin d'année, en fin de cycle, nous essayons de donner les rudiments aux uns et aux autres, à nos étudiants surtout, de pouvoir intégrer le monde des affaires. Parrain des néo-diplômés, le président directeur général du groupe SIDEF a félicité ses filleuls avant de prodiguer un conseil à l'ensemble des étudiants du pays qui, pour lui, doivent avoir à l'esprit l'entrepreneuriat. Tout se construit à base de rien. Ils regardent d'abord leurs capacités avant de regarder ce qu'ils leur manque. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Où est-ce que je vais? Si c'est pour ces questions-là, ils savent poser les bonnes questions. Après le reste, ils le découvriront face aux difficultés. Désormais, il faut compter avec l'Université polytechnique de Mans pour la formation des élites du pays. C'est sur cette note que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.